Et il n'y a pas 12 constellations comme nous le croyons souvent, mais 13. Quel est donc le 13e signe astrologique et pourquoi a-t-il été oublié? Ces figures célestes qui guidaient autrefois les marins sur les eaux dangereuses mènent aujourd'hui les astronomes dans leur quête pour découvrir les mystères qu'elles recèlent. Avant Internet et avant le cinéma, la voûte céleste et les constellations étaient le plus beau spectacle auquel on pouvait assister. Cette succession d'étoiles fait plus que nous offrir un tableau magnifique. Elle constitue un vaste échantillon d'objets stellaires. Grâce aux constellations, nous avons obtenu de nombreuses informations sur notre galaxie et l'univers qui l'entoure. Avant d'avoir des instruments de navigation hyper sophistiqués, des GPS et même des compas, nous avions les étoiles. Telles des bornes sur notre route, elles nous permettaient de nous repérer. Elles nous indiquaient la direction et la distance à parcourir. Sur Terre, quand on veut indiquer où se trouve un objet, on donne ses coordonnées, sa latitude et sa longitude. Qu'est-ce que cela signifie? La latitude mesure la distance entre un point donné et les pôles nord et sud. Et la longitude est la distance d'est en ouest. De la même manière, nous avons un système de coordonnées célestes. Mais ces coordonnées ne sont pas appelées latitude et longitude. Elles sont appelées déclinaison et ascension droite. Il s'agit de l'extension de la latitude et de la longitude terrestre projetées dans le ciel. Autrefois, les navigateurs se servaient de cette carte imaginaire pour localiser les étoiles et s'orienter lorsqu'ils étaient en mer. Cette carte n'a rien de précis, mais elle nous permet de nous rappeler ce que pouvait être autrefois la traversée de mers hostiles. Le sextant permettait aux navigateurs de se fier à certaines étoiles, comme l'étoile polaire, pour décider de leur route. Voici un sextant. On utilise cet instrument dans la navigation astronomique. Une fois que le corps céleste atteint son point le plus bas sur l'horizon, on en note la position. Grâce à l'heure et aux chiffres visibles sur le sextant, nous pouvons déterminer notre position en mer. De nos jours, la navigation se sert d'objets mis au point par les hommes, les satellites. Grâce à eux et aux positions que nous indiquent nos GPS, nous sommes capables de connaître instantanément la position d'un navire à quelques mètres près, où que l'on soit dans le monde. Maintenant que les GPS ont remplacé les sextants, les coordonnées célestes sont plus importantes pour les astronomes que pour les marins. Et même si l'ancien système donne une idée de l'endroit où pointer un télescope, il comporte bien des lacunes. Il part du principe que toutes les étoiles sont à la même distance de la Terre, ce qui est faux. La nuit, lorsque l'on regarde les étoiles, elles semblent être toutes à la même distance de la Terre, comme si elles étaient toutes sur le même plan. Il se passe la même chose quand on regarde de loin une ville comme Chicago. Les constructions semblent être toutes à la même distance, alors qu'elles sont sur des plans très différents. C'est vrai aussi pour les étoiles. Elles semblent être toutes aussi éloignées de nous, alors que certaines sont proches de nous et d'autres bien plus loin. Comment pouvons-nous distinguer celles qui sont proches de celles qui sont éloignées? Il semble bien que cette question soit la plus compliquée de toutes. Cela a toujours été un grand sujet de frustration pour les astronomes. Quand on regarde la voûte céleste, même avec un télescope, on ne peut pas déterminer les distances. C'est la grande quête de l'astronomie depuis des siècles. Nous sommes dans la forêt nationale, près de Los Angeles. J'ai avec moi une carte destinée aux randonneurs, car j'aimerais faire une balade. Je pourrais aller par exemple jusqu'aux chutes de Switzer, qui ne semblent pas très loin sur ma carte, à 1,5 km environ. Le problème, c'est qu'il se pourrait bien que je sous-estime la difficulté de cette marche. Car ma carte étant plate, elle ne me signale pas un facteur important, le relief. Finalement, ma petite balade d'1,5 km pourrait bien se concrétiser par 1500 mètres d'escalade. De même, la carte du ciel ne me précise pas la distance réelle entre deux étoiles. Même si deux constellations semblent être voisines, l'une peut être bien plus éloignée de la Terre que l'autre. Et je n'en aurai jamais la preuve avec les seules coordonnées astronomiques.
Comme les randonneurs dans les bois, les astronomes ont besoin d'indices qui leur permettent d'évaluer les distances dans notre vaste univers. Quand on marche dans la forêt, même sans carte indiquant le relief, nous utilisons nos connaissances topographiques de la région et le type d'arbres que nous rencontrons pour avoir une idée de l'altitude. Certaines végétations préfèrent les basses altitudes, tandis que d'autres préfèrent les hauteurs. De la même manière, les astronomes se réfèrent à certaines étoiles qui leur sont familières pour évaluer les distances. Le premier auxiliaire de l'astronome est la parallaxe. C'est un phénomène que nous utilisons quotidiennement pour voir le monde en 3 dimensions. Pour comprendre ce qu'est la parallaxe, il y a un exercice très simple que tout le monde peut faire. Vous regardez votre doigt, puis un objet vraiment très éloigné. Si vous utilisez votre œil droit, puis que vous alignez votre doigt sur l'objet distant et qu'ensuite vous utilisez votre œil gauche, vous vous apercevrez que votre doigt semble bouger très nettement. Ce déplacement apparent est lié à la distance entre nos 2 yeux. Les astronomes mesurent la parallaxe en observant une étoile à un certain endroit. Puis, ils recommencent 6 mois plus tard lorsqu'elle s'est déplacée assez loin du point d'observation initial. 6 mois, cela correspond à la position la plus éloignée que peut avoir la Terre par rapport à sa position initiale. Plus l'étoile est près, plus la parallaxe est importante. Mais les étoiles ne sont jamais vraiment très proches. Même l'angle de parallaxe de l'étoile la plus éloignée de la Terre, Proxima du Centaure, est difficile à mesurer. Il fait moins d'1 seconde d'arc. Qu'est-ce que cela représente? Il y a 360 degrés dans un cercle et dans chaque degré, 60 minutes d'arc. Puis dans chaque minute d'arc, 60 secondes. Proxima du Centaure a un angle de parallaxe de 0,7 secondes d'arc. C'est minuscule. Pour mesurer la distance d'étoiles plus lointaines, les astronomes comptent sur un indicateur familier, un peu comme font les gardes-côtes avec les phares. Les gardes-côtes savent que chaque phare éclaire selon une fréquence différente. Certains s'allumeront 2 fois par minute et d'autres 4 fois. Ils se servent donc de cela pour déterminer leur position exacte en se basant simplement sur le modèle de fréquence. De même, les astronomes utilisent une sorte de phare cosmique, la Céphéide, qui est ce qu'on appelle une étoile variable. La constellation de Céphée, le roi d'Éthiopie selon la mythologie grecque, contient 57 étoiles visibles, dont Delta Céphée, qui constitue le prototype des céphéides variables. Par un caprice de la nature, les céphéides conservent en permanence le même rythme, tel des métronomes. Plus une céphéide est grosse et brillante, plus sa pulsation est lente. Il faut trouver une céphéide variable, mesurer sa fréquence de pulsation qui va de 10 à 60 jours, et vous obtenez une chandelle standard. Vous pouvez ensuite déterminer à quelle distance est cette étoile. La chandelle standard sert de base de comparaison. C'est une étoile dont on connaît la luminosité et la distance et à laquelle on peut comparer d'autres étoiles. Une ampoule émet une certaine quantité de lumière qui produit une certaine quantité de watts. Mais cette lumière va sembler plus forte si l'on se place juste devant l'ampoule plutôt que si l'on est à 3 mètres d'elle. La luminosité d'une étoile ne change pas. Elle est ce qu'elle est. Mais la puissance apparente d'un objet dépend de l'endroit où l'on se trouve, de la distance à laquelle on est de lui, selon que l'on se tient à proximité ou qu'on le voit de l'autre côté de la rue. Si une céphéide ne semble pas bien lumineuse, c'est qu'elle doit être loin. Les astronomes calculent sa distance selon sa faiblesse apparente. Observez une céphéide variable, tracez sa courbe lumineuse, le temps qu'elle met pour passer d'un état lumineux à un état sombre, puis pour redevenir éclatante, me révèle sa luminosité intrinsèque. Je peux donc calculer la distance entre la Terre et les étoiles variables en observant leur fréquence de variation. C'est ainsi qu'Edwin Hubble a pu établir qu'Andromède se trouvait à 2 millions d'années-lumière de notre galaxie. Mais les céphéides ont leurs limites. Pour mesurer des distances au-delà d'Andromède, les astronomes se fient aux supernovas.
Il se trouve que les supernovas peuvent aussi entrer dans la catégorie des chandelles standards. Les supernovas de type 1A sont toutes semblables dans l'univers et nous savons les mesurer. C'est ainsi que l'on arrive à déterminer des distances en remontant jusqu'au Big Bang et aux confins de l'univers. En étudiant le Big Bang, les scientifiques sont tout près d'apercevoir le commencement des temps. 300 000 ans après le Big Bang, même la plus familière de nos constellations a des tas de choses à nous apprendre sur le cosmos. Orion, qui signifie le chasseur en grec, comprend 77 étoiles visibles. Alnitak, Alnilam et Mintaka sont les 3 étoiles de la ceinture centrale d'Orion. À l'époque moderne, les astronomes ont traqué Orion, car ils y découvraient une foule d'objets surprenants. Quand je regarde Orion, je vois en même temps la vie et la mort des étoiles. Juste au-dessous de sa ceinture, il y a une petite traînée qu'on appelle la nébuleuse d'Orion. C'est une nurserie pour bébés étoiles. On peut même l'apercevoir à l'œil nu. Orion comprend aussi 2 véritables joyaux stellaires. Si on regarde vers l'épaule gauche d'Orion, on peut voir une supergéante rouge, Bételgeuse. Et si on regarde juste en bas vers une étoile qui serait comme le pied de la jambe gauche d'Orion, on aperçoit une supergéante bleue, Rigel. Bételgeuse, comme toute supergéante rouge, est une étoile en fin de vie. Une supergéante rouge est en fait une étoile qui est un peu plus froide que le Soleil, mais aussi beaucoup plus grande. Bételgeuse est 14 fois plus grande que le Soleil. Lorsqu'elle n'aura plus de carburant nucléaire, elle deviendra instable et implosera en une colossale supernova. Cela peut arriver à tout moment. Au moment où elle explosera, elle éclairera entièrement la voûte céleste. Le phénomène sera même visible pendant la journée. Peut-être même a-t-elle déjà explosé. Elle est à 427 années-lumière de la Terre, ce qui veut dire qu'elle peut s'être désintégrée, mais que sa lumière n'a pas encore eu le temps de nous parvenir. Cette supernova attirera d'autant plus notre attention que ce phénomène intrigue les humains depuis des milliers d'années. Les Égyptiens consultaient les cieux pour savoir quand ils devaient faire leurs plantations et leurs récoltes. Chaque étoile avait une signification sacrée. Sirius, par exemple, dans la constellation du Grand Chien, était appelée l'étoile d'Isis. L'apparition de Sirius avant l'aurore au cours du solstice d'été annonçait la crue annuelle du Nil. Et d'autres constellations, comme Orion, avaient peut-être une signification architecturale. Les égyptologues se sont souvent posé la question suivante. Pourquoi les Égyptiens ont-ils bâti 3 grandes pyramides qui ne sont pas tout à fait alignées? En revanche, les 3 pyramides semblent être alignées sur les 3 étoiles centrales de la constellation d'Orion. Qu'est-ce que cela signifie? Est-ce une coïncidence? Ou les pyramides ont-elles été placées ainsi intentionnellement? Les pyramides de Gizeh nous séduisent par l'énigme archéologique qu'elles représentent et par leur histoire mystérieuse. Certains spécialistes pensent qu'elles avaient aussi une importance astronomique. On a dit que les 3 pyramides principales du plateau de Gizeh, dont la Grande Pyramide, avaient été alignées de cette façon pour reproduire la ceinture d'Orion. Cette relation entre des événements observés sur Terre et d'autres dans le ciel est celle que je préfère. Mais les Égyptiens, eux, ne voyaient pas en Orion un chasseur. Ils y reconnaissaient Osiris, le dieu de la Renaissance. Certains chercheurs émettent l'idée que les colonnes d'air au sein des grandes pyramides étaient destinées à lancer l'âme des pharaons vers le ciel. Dans ces pyramides, nous avons 2 colonnes. L'une est dirigée vers le nord, l'autre vers le sud. La colonne sud est précisément en direction d'Orion. L'âme du pharaon était donc lancée à travers cette colonne pour qu'elle rejoigne Osiris ou Orion et puisse renaître et jouir de la vie éternelle. Mais d'autres spécialistes sont un peu plus sceptiques. Pour que cela corresponde exactement, il faut tout inverser, soit au sol, soit dans le ciel. Les Égyptiens étaient attentifs au nord et au sud quand ils construisaient leurs pyramides. Ça n'a donc aucun sens de dire « ils se sont bien alignés sur les étoiles, mais quand ils ont appliqué le schéma au sol, il était normal qu'ils chamboulent tout et qu'ils placent leurs édifices à l'envers ».
La colonne nord est dirigée vers une étoile bien particulière. La colonne qui pointe vers le nord indique le pôle nord céleste de l'époque. Entre 2000 et 3000 ans avant Jésus-Christ, c'est Tuban qui était l'étoile polaire. Tuban se situe dans la constellation du Dragon qui compte 79 étoiles visibles. Elle a par la suite été remplacée par l'étoile polaire que nous connaissons, Polaris. Polaris illumine l'Arctique et règne sur notre ciel comme une balise au-dessus du pôle Nord. Située dans la constellation du Petit Chariot, elle est 2500 fois plus brillante que le Soleil et surpasse ses compagnes Polaris AB et B. Bien que de mémoire d'homme elle soit notre étoile polaire depuis toujours, son règne ne sera pas éternel. En même temps que la Terre tourne autour du Soleil, elle vacille d'avant en arrière. Ce phénomène s'appelle la précession. Si la Terre était une sphère parfaite, il n'y aurait pas de précession. Mais les forces gravitationnelles de la Lune et du Soleil tirent sur le renflement de l'équateur et contrarient la rotation de la Terre. La Terre est comme un gyroscope. Vous remarquerez que si je le fais tourner rapidement et qu'ensuite je bouge son axe, il pointe dans la même direction. C'est ce que fait la Terre vers Polaris. Elle tourne autour du Soleil, mais indique toujours la même direction. C'est la procession causée par la gravitation qui oblige la Terre à osciller. Lorsque la Terre oscille, son axe décrit un cercle dans le ciel. Il lui faut 26 000 ans pour faire un tour complet. Le pôle céleste nord va se déplacer de plus en plus loin de Polaris. Dans 14 000 ans environ, soit à peu près la moitié de son cercle, il sera très proche de Vega. Et comme Vega est bien plus brillante que les autres étoiles de cette partie du ciel, elle deviendra une étoile polaire très importante. Dans 26 000 ans, l'axe de la Terre aura fait un tour complet et il pointera dans la même direction qu'aujourd'hui. Polaris reprendra le dessus sur Vega et par là même son titre d'étoile polaire. Plus une étoile est proche de l'un des pôles de la Terre, plus sa position reste fixe dans le ciel. Les astronomes appellent ces étoiles des circumpolaires. Elles sont visibles toute l'année. En réalité, les constellations d'étoiles polaires, comme le Petit Chariot ou le Grand Chariot, se déplacent dans un cercle assez restreint. De ce fait, elles tournent autour de Polaris sans jamais se lever ou se coucher. Plus on va vers le sud, plus les constellations se lèvent au début de la nuit et se couchent à la fin de la nuit, et n'ont donc pas cette propriété magique. Les étoiles diffèrent en taille, en densité et aussi en luminosité. Les étoiles variables n'ont pas une intensité constante. Elles suivent une pulsation. Elles s'allument et s'éteignent, comme sur un modèle hypnotique. Une étoile variable est comme une bouilloire. Vous la prenez, vous la mettez sur la cuisinière, et elle commence à se dilater, puis à relâcher son trop-plein d'énergie, et ensuite cela retombe. Puis la pression remonte et retombe à nouveau. De même, l'atmosphère des étoiles variables se développe et diminue avec le temps. C'est ce qui rend l'étoile plus ou moins brillante. Certaines fois, ce n'est qu'une question d'heures, et d'autres fois, cela peut mettre des jours, voire des mois. Des étoiles d'un type particulier, appelées les T-Tauri, sont parcourues de pulsations car elles sont jeunes et instables. Comme des adolescentes têtues, elles sont prises de crises imprévisibles. Mais ici, leur accès de colère provoque un conflit avec la gravité. Tandis que les forces nucléaires tendent à provoquer une expansion de l'étoile, la force de gravité la contient et maintient l'équilibre, comme une sorte de pendule qui oscille d'avant en arrière. Les T-Tauri s'étendent grâce à leur pulsation. En grandissant, elles atteignent un équilibre et deviennent alors des étoiles stables. En fait, les scientifiques pensent que le Soleil était une T-Tauri avant d'arriver au stade où nous le connaissons aujourd'hui. Cela nous donne sans doute un meilleur aperçu de notre système solaire et de ce à quoi ressemblait le Soleil au moment de sa formation et dans sa première phase d'évolution. Nous savons par exemple que les nuages de poussière et de gaz qui entourent les étoiles sont très chaotiques. Le contexte devait être assez violent.
quand les morceaux de roche entraient en collision et se bombardaient entre eux. Les premières étoiles T-Tauri ont été identifiées dans la constellation du Taureau. Celle-ci comprend 98 étoiles visibles. Aldébaran, une géante rouge, et l'œil injecté de sang du Taureau. Le Taureau est l'une des constellations zodiacales, c'est-à-dire située sur le plan de l'écliptique. On appelle cette zone plan de l'écliptique car il s'agit du seul cercle du ciel où peuvent se produire les éclipses. Pour provoquer par exemple une éclipse du Soleil, la Lune doit passer sur l'écliptique. C'est également le trajet qu'emprunte la Terre lorsqu'elle tourne autour du Soleil. À 8 degrés au-dessus et au-dessous de l'écliptique se trouve une zone qu'on appelle le zodiaque. Chaque constellation qui se trouve dans cette région correspond à une constellation du zodiaque. À tout instant, le Soleil se trouve dans une constellation du zodiaque, puisqu'il se situe entre nous, la Terre, et une des constellations. Comme nous tournons autour du Soleil, celui-ci semble se déplacer parmi les constellations qui, elles, sont fixes dans le ciel. Au cours de la nuit, la région du ciel qui est à l'opposé de la nôtre est éclairée par le Soleil. Les astrologues relient chacune des constellations zodiacales au mois où le Soleil les traverse. C'est ainsi qu'au mois de juin, le Soleil passe dans le Cancer et qu'en juillet, il traverse le Lion. Mais il y a un problème. C'est que chaque constellation est de taille différente. Certaines sont petites, d'autres plus grandes. Le Soleil met 7 jours à traverser le Scorpion, qui est la plus petite constellation, et 44 jours avant de quitter la Vierge, qui est la plus grande. Il est donc impossible de diviser l'année en 12 parties égales, qui correspondraient à 12 constellations de forme identique. Beaucoup de gens accordent une grande importance à la signification de leur signe zodiacal. Mais en réalité, étant donné la précession de la Terre, la constellation dans laquelle le Soleil apparaît actuellement ne correspond pas à celle dans laquelle il apparaissait il y a 20 siècles. Alors, la prochaine fois que l'on vous dit que c'est parce que vous êtes Scorpion que vous êtes compétitif, répondez « Mais au jour d'aujourd'hui, je ne suis plus du tout Scorpion ». Du banal « Quel est ton signe ?» aux prédictions, en passant par la définition des traits de caractère, les 12 signes du zodiaque ont joué un rôle non négligeable dans la culture populaire. Mais d'où viennent-ils et qui a donné leur nom aux étoiles? Dans certains cas, les noms des étoiles viennent de Mésopotamie. D'autres furent ajoutés par les Grecs et les Romains. Certains sont restés et d'autres ont disparu. À la chute de l'Empire romain en 450 avant Jésus-Christ, beaucoup de ces connaissances se perdirent. Toutefois, une partie fut préservée par les Arabes. Ce qui nous est parvenu en matière d'astronomie est le fait des astronomes arabes qui ont approfondi les calculs de leurs prédécesseurs romains. En 150 avant Jésus-Christ, le savant grec Claude Ptolémée a rassemblé ses observations dans des écrits qui recensent plus d'1 millier d'étoiles. Et c'est ainsi que nous avons appris que parmi toutes les constellations qui peuplent notre ciel, il y a 12 constellations zodiacales, alors qu'en réalité, elles sont 13. Même sans être férus d'astrologie, la plupart d'entre nous connaissent leur signe astrologique. Mais ce que nous ignorons le plus souvent, c'est qu'il n'y en a pas 12, mais 13. Ophiuchus, ou le Serpentaire, est ce signe oublié. Il comprend 55 étoiles visibles, et on localise sa constellation grâce à l'étoile de Barnard, connue pour posséder le mouvement propre le plus important. Blotti entre le Scorpion et le Sagittaire, Ophiuchus est écrasé par les constellations qui l'entourent. Bien qu'elle soit l'une des 48 constellations recensées par Ptolémée, certains spécialistes pensent qu'elle n'a pas été retenue parmi les signes du zodiaque pour avoir un chiffre pair, 12. Pour d'autres, c'est la précession qui aurait pu pousser Ophiuchus hors du zodiaque. Mais cela reste une énigme. Le Soleil est la seule étoile de notre univers qui n'appartienne pas à une constellation spécifique. Il est typiquement une étoile de masse moyenne sur le déclin.
Les étoiles de masse 50 à 100 fois supérieure au Soleil sont les étoiles Wolf-Rayet. Les plus lumineuses d'entre elles font partie du système Gamma Velorum, de la constellation des Voiles. Ces étoiles massives sont incroyablement brillantes et en sont au dernier stade de leur évolution. Si elles sont aussi lumineuses, c'est qu'elles déversent leur énergie et émettent leur radiation avec tant de puissance qu'elles sont capables de détacher la couche supérieure de leur atmosphère. Ces étoiles s'évaporent littéralement à cause de la chaleur et des radiations qu'elles dégagent et ne laissent derrière elles qu'un cœur central d'une chaleur extrême. Les spécialistes n'ont jamais pu observer la mort de l'une d'entre elles, mais ils supposent que les étoiles de Wolf-Rayet finissent en une gigantesque explosion du supernova, à moins qu'elles ne s'effondrent en d'énormes trous noirs. Mais avant cela, elles présentent un spectacle époustouflant lorsqu'elles dispersent leurs couches de gaz extérieures dans le milieu interstellaire. Aujourd'hui, un réseau de télescopes terrestres et spatiaux permet aux astronomes de voir n'importe quel point du ciel. Mais autrefois, les astronomes de l'hémisphère nord ne pouvaient s'apercevoir que l'hémisphère sud offrait une vision complètement différente. Dans l'hémisphère sud, l'image nocturne la plus marquante est la Voie lactée. Dans celle-ci, on a des zones qui sont plus sombres. Ce ne sont que des nuages de poussière, mais quand on les regarde de la Terre, ils paraissent sombres sur la toile de fond de la Voie lactée, très lumineuse avec toutes ces étoiles. C'est ce qu'on remarque le plus. Ces nuages sombres ressemblent à des trous dans le drap étoilé de la Voie lactée. C'est un dessin très particulier. Certaines civilisations, les Incas d'Amérique du Sud en particulier, considéraient que ces trous, ces taches noires, étaient des constellations. Ces zones denses de poussière sont considérées comme des constellations de nuages sombres. Il existe un véritable extincteur d'étoiles à la lisière sud de la galaxie. On l'appelle le sac de charbon. C'est un nuage de gaz et de poussière très dense qui bloque complètement la lumière des étoiles situées derrière lui. Aujourd'hui, le sac de charbon est situé dans la constellation de la Croix du Sud. C'est la plus petite constellation existante, puisqu'elle ne compte que 20 étoiles visibles. Les marins se fiaient à Alpha et Gamma de la constellation de la Croix du Sud pour localiser le pôle Sud, puisqu'il n'y a pas d'étoiles polaires comme Polaris dans l'hémisphère Sud. L'astronomie faisant des progrès, les scientifiques ont compris qu'il fallait utiliser les noms et les dessins des constellations. En 1922, s'est créée l'Union astronomique internationale. C'est une association non gouvernementale qui avait pour mission de diviser le ciel et de définir des limites aux objets célestes que tout le monde puisse accepter. Ces contours s'inspirèrent de celles des constellations historiques. L'Union astronomique internationale adopta la plupart des constellations désignées par Ptolémée et en ajouta afin d'inclure toutes les étoiles visibles sans que ces objets se chevauchent. Dans l'hémisphère sud, certaines ont été nommées plus récemment, quand les Européens ont enfin eu une vision claire du ciel austral. Officiellement, 88 constellations couvrent le ciel nocturne. Mais il existe d'autres petits groupes d'étoiles qui forment des figures remarquables, appelées les astérismes, comme le Petit Chariot et le Grand Chariot. Ce dernier est constitué des étoiles les plus brillantes de la constellation de la Grande Ourse. La constellation de la Grande Ourse comprend 71 étoiles visibles. Une de ces images les plus connues, qu'on appelle le Grand Chariot, se reconnaît à sa forme de casserole. Le Grand Chariot est probablement l'objet le plus facile à repérer dans le ciel, même lorsqu'on n'y connaît rien. Pour un astérisme si familier, le Grand Chariot recèle pourtant bien des surprises. La seconde étoile du manche de la casserole, Mizar, semble être un seul point de lumière. Mais lorsqu'on y regarde de plus près, on s'aperçoit qu'il s'agit en fait de 5 étoiles flamboyantes. La constellation du Cygne contient 79 étoiles visibles. Une de ces étoiles, Deneb, qui forme la queue du Cygne, est une véritable centrale thermonucléaire. 200 fois plus grande et 250 000 fois plus brillante que le Soleil, Deneb est l'une des étoiles connues les plus intrinsèquement lumineuses. C'est une supergéante blanche. Cette étoile est dans une phase d'évolution très inhabituelle. Il existe très peu d'étoiles comme celle-ci et elle ne reste pas longtemps à ce stade de luminosité. Les supergéantes blanches sont rares.
car elle représente la transition entre une supergéante rouge et une bleue. Cette phase ne dure que quelques millions d'années. Cela peut paraître long à l'échelle humaine, mais pour une étoile, c'est moins d'1% de sa durée de vie. Malgré son nom de gracieux volatile, le cygne porte les marques de son violent passé. Le cygne héberge aussi un objet appelé les dentelles du cygne. Il s'agit d'un rémanent de supernova, d'une étoile qui a littéralement explosé. Au cœur de la constellation du Cygne, on trouve un trou noir appelé Cygnus X1. Cygnus X1 est un trou noir d'une masse de 8,7, c'est-à-dire de 8,7 fois la masse du Soleil, qui tourne autour d'une autre étoile. Cygnus X1 est le premier trou noir qui ait été clairement identifié. On a pu détecter Cygnus X1, non pas grâce à son trou noir, qui est très difficile à voir en raison de son obscurité, mais grâce à son action sur sa compagne, une étoile géante. Le trou noir la dévore lentement et finira probablement par l'avaler. Et lorsque cela se produira, une constellation perdra une étoile, et le ciel n'offrira plus jamais la même image dans la nuit. La voûte céleste évolue constamment. Au sein de chaque constellation naissent des étoiles, pendant que d'autres sont avalées par des trous noirs. Les supernovas, les étoiles et les nébuleuses ont une chose en commun. On les reconnaît d'après la constellation dans laquelle elles se situent. Mais avant même l'invention des télescopes superpuissants qui nous permettent de mieux les voir, les constellations jouaient un rôle important. Elles apportaient aux gens des informations qu'ils n'osaient pas ignorer. C'était une question de vie ou de mort. La nuit, le ciel est comme un calendrier. C'est la toute première découverte scientifique de l'humanité, le calendrier céleste. Il y avait le lever et le coucher du soleil, les différentes phases de la lune, les apparitions et disparitions des étoiles avec les saisons. Les gens voyaient bien que le monde suivait une logique. Ils observaient l'ordre qui régnait dans le ciel et cela leur permettait de prévoir ce qui allait se produire sur Terre. C'était un instrument de survie. Quand on observe le ciel, on voit ces groupes d'étoiles qui sont reliés à des phénomènes importants. Ils poussaient l'homme à agir d'une certaine manière pour ses plantations ou pour ses récoltes. Après avoir observé que les étoiles changeaient selon les saisons, les anciens firent une autre découverte cruciale. La voûte céleste, en bougeant, modelait leur monde. Les voyageurs qui parcouraient de longues distances vers le sud, en partant de Grèce par exemple, découvrirent des constellations différentes de celles qu'ils observaient chez eux. C'est ainsi qu'ils ont compris qu'ils se déplaçaient sur une surface courbe, ce qui change complètement la perspective. De nos jours, nous connaissons la forme de la Terre et la succession des saisons. Mais les constellations ont pour nous une autre utilité. Aujourd'hui, ce n'est plus la Terre qu'elle nous aide à comprendre, mais les étoiles. Une constellation est un peu comme un musée. Dans un musée, on voit des œuvres d'artistes qui se sont servis de différentes techniques. Il y a des tableaux, des photos et des objets de la vie quotidienne. Dans une constellation, on trouve des étoiles constituées de différents matériaux. Certaines contiennent plus d'hélium, d'autres plus d'hydrogène ou de carbone, de silicone ou encore de fer. Et pourtant, nous les regroupons. Les objets assemblés dans une constellation, comme dans un musée, sont des collections que nous avons constituées pour des raisons parfaitement subjectives. Les constellations divisent le ciel en territoires, comme la Terre est divisée en pays. Lorsque vous parlez d'Orion, je sais précisément de quelle partie du ciel il s'agit. Pour un astronome, une constellation est une sorte de carte. C'est une façon d'organiser les choses, de savoir où elles se situent. Et comme la voûte céleste est infinie, nous ne pouvons voir qu'un échantillon d'étoiles. Les poussières et leur éloignement entravent ensuite notre vision. Au cours d'une nuit très sombre, vous ne pourrez sans doute voir à l'œil nu que 1500 à 2000 étoiles, si vous n'utilisez aucun instrument. Ce que nous voyons n'est donc qu'une petite partie de ce qu'il y a là-haut. C'est comme si on voulait observer la population américaine, soit 350 millions de personnes, et qu'on ne voyait que 5 individus. La constellation du Centaure comprend 101 étoiles visibles.
Deux d'entre elles, Alpha et Beta du Centaure, sont les étoiles les plus brillantes de la voûte céleste. Alpha est l'étoile la plus proche de la Terre après le Soleil. Et si l'on observe mieux, on s'aperçoit qu'en réalité c'est un système de 3 étoiles. Il n'est pas inhabituel pour une étoile de partager la vedette avec une ou deux autres qui tournent autour d'elle. C'est même la norme. Plus de 60% des étoiles que nous observons sont en réalité des étoiles doubles, triples ou quadruples. Le Soleil est une exception. Il ne possède apparemment aucune compagne. Tandis que le Soleil voyage seul à travers l'espace, les étoiles d'Oméga du Centaure ne manquent pas de compagnie. C'est l'amas globulaire le plus lumineux que l'on puisse voir sans télescope, simplement à l'œil nu, car il s'agit d'un amas géant de plus de 10 millions d'étoiles. Oméga du Centaure est le plus grand amas de la galaxie. Ces étoiles, étroitement proches, ont toutes des orbites différentes et complexes, mais elles arrivent malgré tout à se déplacer ensemble, comme un seul groupe. Mais d'où vient cet amas? Cela reste une énigme. C'est un objet inhabituel. Bon nombre d'astronomes se demandent s'il ne s'agirait pas du centre d'une galaxie qui aurait été absorbée par la Voie lactée lors d'une collision. Il n'est pas rare que les grosses galaxies soient cannibales et dévorent de plus petites qu'elles. Oméga du Centaure pourrait être issu d'un processus de ce type. La lumière d'Alpha du Centaure met 4,2 années à nous parvenir. Mais lorsqu'on regarde Oméga du Centaure, sa lumière a voyagé 16 000 ans avant que nous puissions l'apercevoir. Cela montre à quel point cette constellation est étendue et en même temps qu'elle n'existe que dans notre esprit. Et chaque étoile, comme toute œuvre d'art, ne demande qu'à être explorée. Les constellations structurent la voûte céleste et permettent de mieux comprendre le ciel. Quand on regarde ces lumières scintillantes, on oublie facilement que chacune représente des milliards de soleils flamboyants qui, en fusionnant avec d'autres éléments, peuvent créer de nouveaux mondes. Notre éloignement nous empêche de bien saisir le pouvoir de ces étoiles. Il ne nous permet pas non plus de percevoir la profondeur infinie de l'espace que nous observons. Le plan sur lequel nous voyons les constellations n'est qu'une illusion. Quand on s'éloigne du Soleil de plusieurs années-lumière, les étoiles proches commencent à se déplacer par rapport à celles qui sont à l'arrière-plan. Les constellations changent de forme. Si on se déplaçait à 10, 20, 30 années-lumière d'ici, on ne reconnaîtrait sans doute aucune constellation. Donc, si l'on vivait sur une planète proche de Vega, à 25 années-lumière de la Terre, on observerait d'autres constellations dans le ciel. Des siècles d'observations stellaires ont rendu prévisible le grand mouvement des constellations. Notre rotation autour du Soleil nous emmène à travers leur cycle annuel. Les étoiles et les constellations sont constamment en mouvement, pas seulement en raison de la rotation des galaxies, mais à cause de leur propre gravité qui les amène à pousser et tirer sur leurs voisines. La vitesse de déplacement maximum d'une étoile est de 240 km par seconde. Nous ne sommes pas capables de fabriquer un objet qui atteigne cette vitesse. En général, le déplacement d'étoiles en relation avec leur entourage est de 20 à 30 km par seconde. C'est comparable à celle de notre vaisseau spatial le plus rapide. Et c'est bien plus rapide que la vitesse d'une balle. Les étoiles sont constamment en mouvement, mais leur éloignement masque leur incroyable rapidité. C'est comme lorsqu'on regarde par la fenêtre d'une voiture qui roule très rapidement. Les barrières et les arbres proches de l'autoroute défilent à grande vitesse, alors que le paysage au loin passe très lentement. Sur la durée d'une vie, ou plutôt de milliers de vies, la plupart des étoiles semblent être immobiles. Je me demande si je retrouvais l'un de mes ancêtres les plus récents, l'homme de Cro-Magnon par exemple, je me demande s'il aurait une meilleure connaissance du ciel. Il pourrait sans doute rectifier certaines de mes erreurs, car il connaîtrait un peu mieux les constellations que nos contemporains.
Petit à petit, nos cartes des étoiles ne sont plus valides. Dans 10 000 ans, les étoiles seront tout à fait différentes de celles que nous voyons aujourd'hui. Dans 500 000 ans, on ne reconnaîtra plus rien. Et si l'on pouvait regarder un éventail de photos prises sur 1 million d'années, on s'apercevrait que les étoiles parcourent d'immenses trajets dans le ciel. Les constellations ne sont qu'une image du ciel à un instant précis, une vision aplatie de la voûte céleste. De même qu'un portrait peut être ressemblant mais ne raconte pas tout. Si nous pouvions parcourir l'espace et regarder les constellations sous un autre angle, nous ne les reconnaîtrions pas, bien qu'elles soient de vieilles connaissances. Mais à l'instant même, ces 88 constellations sont pour nous des balises rassurantes et nous rappellent notre passé. Les constellations n'ont plus pour nous la fonction qu'elles occupaient pour ceux qui leur ont donné un nom. Autrefois, il y avait un rapport direct entre ces objets qui intriguaient les hommes et leur vie quotidienne. Sirius, par exemple, les informait sur les saisons. Le ciel ne joue plus ce rôle dans notre vie, mais les histoires et les images demeurent. Nous tenons toujours à nos constellations et franchement, j'en suis ravi. Plutôt que de reprendre les histoires anciennes, l'astronomie moderne nous invite à observer les constellations comme un champ de possibles. La plupart des constellations comprennent de 3 à 5 planètes. D'ici quelques années, nous aurons peut-être identifié des centaines de planètes comme la Terre qui gravitent autour des étoiles. Nous connaîtrons alors une expérience incroyable. Nous pourrons nous dire que lorsque nous observons une constellation, quelqu'un là-bas nous regarde peut-être aussi. Dans cet espace si grand que nous n'en voyons qu'une toute petite partie, nous observons les étoiles et nous nous demandons ce qu'elles signifient. Nous créons des cartes, nous inventons des histoires. Tout cela pour tenter de résoudre les mystères que recèlent les constellations. كاد السحر أن يصبح ديناً له أتباع جهلة مغرر بهم. قالت لما في وجهها أيا وليدك هذا نديه ولا ما تفرحيش به. كان كل واحد باش يحوس. كاين أعمال تاع السحر يقتل الشخص. أنا لا ما مارستش هذا النوع تاع القتل.